Je voudrais revenir sur la dialectique psychologie-sociologie. C'est une dialectique assez complexe en fait. J'en ai déjà parlé, mais je m'aperçois que je risque d'avoir donné une fausse impression de mes positions à ce sujet. C'est vrai que on ne peut pas. Je crois que j'ai écouté l'autre jour une émission disant oui, ce que les gens sont devenus, ça fait exemple pour ceux qui naissent, enfin ceux qui sont beaucoup plus jeunes. Donc effectivement, ça fait exemple à partir du moment où on appartient au même groupe. Hein. Euh, un oiseau ne va pas prendre exemple sur un serpent. Hein. Et une femme ne va pas prendre exemple sur un homme. Quoique, aujourd'hui tout est possible. Et etc. etc. Un immigré appartenant à une catégorie particulière ne va pas forcément prendre exemple sur des gens qui n'ont pas eu ce parcours, etc. etc. Mais cela dit, il y a aussi, ça c'est la puissance du sociologique sur le psychologique. C'est-à-dire que l'individuation, elle ne peut se faire que par rapport au groupe d'appartenance. Un oiseau, c'est d'abord un oiseau. Ça peut être un bel oiseau, mais il faut d'abord que ce soit un oiseau. Et il ne se réfère qu'à un oiseau, il ne peut être jugé que selon les critères concernant les oiseaux, etc. D'un autre côté, chacun est confronté à sa propre dynamique personnelle. Pas, tout le monde, tous les gens qui appartiennent à un groupe donné ne développent pas les capacités du groupe en question. Il n'y a qu'une élite qui accède à ce qu'il y a de plus prestigieux, de plus héroïque dans le groupe concerné. Tout le monde ne devient pas Napoléon, tout le monde ne devient pas Einstein, etc. etc. Alors, aussi bien d'ailleurs dans certains cas, parce qu'il y a des héros qui sont extrêmement sulfureux. Donc il faut bien entendu aussi cette dimension psychologique individuelle qui fera que la personne développera plus ou moins bien, s'épanouira plus ou moins bien par rapport à ses potentialités. C'est la fameuse parabole des talents dans l'Évangile. Nous avons une potentialité, mais le milieu peut nous aider à développer cette potentialité jusqu'à un certain point. Hein, il ne faut pas croire que l'environnement est aussi déterminant que cela. Il y a des gens qui ne se définissent que par la formation qu'ils ont connue. D'ailleurs, j'ai remarqué à propos de Socrate, justement, je fais une petite parenthèse, j'étais frappé, même choqué, par le fait que Socrate attache énormément d'importance au métier. Il est tout le temps à dire, est-ce que quelqu'un qui est capable de... Est-ce que quelqu'un qui n'est pas formé pour gouverner les bateaux peut avoir des choses à dire par rapport à quelqu'un qui est formé? Il est constamment en train de parler de spécialisation, de compétences professionnelles dans son argumentation. Bon, je ferme la parenthèse, mais ça m'a frappé. Je suis en train de relire les dialogues de Platon. Je trouve que c'est constamment récurrent. Oui, celui qui est capable de faire, qui est formé pour ceci, il est formé pour ceci, celui qui est formé pour cela, il est formé pour cela, etc. etc. Ce qui pose d'ailleurs le problème de la place du philosophe. Et justement, quelque part, son discours est assez compliqué parce qu'il essaie de montrer que le philosophe, qui a des prétentions à parler de tout, ne peut pas parler à la place des spécialistes. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'environnement, le poids, alors les femmes sont très, très à cheval là-dessus, n'est-ce pas? Si on n'a pas eu un bon environnement, on peut pas attendre que les gens fassent des miracles et se fassent remarquer par leur génie. Bon. Alors, il est clair, c'est pas faux quelque part, il est clair que s'identifier à une certaine population va déterminer plus ou moins les objectifs qu'on se donne, plus ou moins consciemment. Mais d'un autre côté, il ne faut pas croire que l'on peut passer d'un groupe à l'autre comme cela uniquement par le biais de la formation. Et là, je crois qu'il faut... Et là, on retombe dans le problème de ce que j'appelle la subconscience. C'est-à-dire que chaque groupe, le fait d'appartenir à un groupe, n'est pas simplement une simple forme d'identité. Hein. Je me reconnais dans ce groupe-là.
il faut, si on n'est pas réellement et génétiquement, en quelque sorte, en rapport avec ce groupe, ce sont des modèles qui ne correspondent à rien. C'est comme mettre une emplâtre sur une jambe de bois. Voilà. Il faut que l'image identitaire soit liée à une filiation, soit liée à une véritable appartenance, pas seulement subjective, mais objective. C'est pour ça que ce qui est remarquable dans le judaïsme, c'est qu'on nous dit, oui, on peut effectivement se dire juif, mais il vaut mieux quand même descendre de juifs. Hein. Les conversions, c'est quand même très, très, très marginal. Bon. Et je crois qu'ils ont raison, ils ont parfaitement raison là-dessus. À savoir qu'en effet, il ne suffit pas de se dire ceci ou cela, il ne suffit pas d'adopter les valeurs des uns et des autres pour qu'on puisse réellement les incarner. Hein. Bon, c'est pas aussi simple que ça. Et puis j'aurais terminé sur une autre question qui est un peu dans le même genre, à savoir le danger qu'il y a à adopter les valeurs de l'autre, alors que ce ne sont pas les nôtres véritablement, génétiquement, héréditairement, familialement, mais aussi à projeter ses propres valeurs sur les autres, alors que les autres ne font pas partie du même groupe. Il y a donc ce double problème qui se pose constamment. Euh, c'est vrai que les valeurs d'appartenance à un groupe sont des valeurs qu'on doit ressentir en soi-même, et qui non seulement qu'on les ressent, mais qui sont actives en nous-mêmes, hein, qui sont actives de façon compulsive, de façon instinctive, et pas seulement du point de vue sociologique. Donc quelque part, cette appartenance à un groupe, elle implique une appartenance psychologique au sens véritablement de ce que nous recevons génétiquement dans notre ADN. Voyez-vous. Si on croit qu'on peut appartenir à un groupe sans avoir l'ADN approprié, on fait fausse route.